jusqu'à 13h, les rendez-vous de midi. Aujourd'hui, votre invité, Victoria, vous recevez dans nos studios Sophie Renon. Ce midi, dans l'émission, on va parler des troubles 10 chez l'enfant autour d'un livre sorti en septembre dans toutes les librairies. L'enfant 10 décrypté aux éditions Mango. Un ouvrage écrit par deux praticiennes de la méthode Davis qui traitent de cette thématique des troubles 10, Sophie Renon et Annie Pio. Des autrices locales puisque l'une est installée près d'Esnay et l'autre de Bretignolles-sur-Mer. Et en plateau, nous recevons donc une moitié de ce duo, Sophie Renon. Sophie, bonjour. Oui, bonjour. Tout d'abord, pour revenir un peu sur votre parcours, ça fait 20 ans que vous êtes formatrice, d'abord autour de l'illettrisme et puis en vous intéressant à la dyslexie. Vous avez découvert la méthode Davis sur laquelle est basé le livre. Qu'est-ce que c'est que la méthode Davis, en quelques mots ? Alors, la méthode Davis, c'est une méthode qui s'adresse à toute personne qui présente des troubles 10, avec une façon d'aborder les apprentissages différemment. C'est-à-dire qu'on se base sur ce qui est facile pour eux, passer par les images, et on utilise aussi la pâte à modeler. D'accord. Parce qu'ils ont besoin d'expérimenter, de passer par d'autres stratégies pour aborder les apprentissages efficacement. Et comment est-ce qu'on dispense cette méthode auprès des personnes 10 ? C'est sous forme de consultation Oui, alors donc Annie et moi, nous sommes certifiés de cette méthode-là. Donc ça demande un apprentissage pour nous aussi assez long. Oui, bien sûr. Et ensuite, on reçoit les enfants, les familles, mais aussi des adultes qui ont envie de chercher autre chose, qui sentent qu'il y a un potentiel qui n'est pas exploité en général. Bien souvent, les familles recherchent d'autres méthodes que ce qui est proposé habituellement. Et quand on leur explique comment on aborde les troubles 10, le fonctionnement des troubles 10, ça correspond tout à fait à ce qu'ils pensent de leur enfant. Et pour revenir justement sur les troubles 10, en quoi ça consiste ces troubles, comment ils sont, comment ils se manifestent Alors, en général, on s'aperçoit qu'il y a des troubles 10 quand les enfants entrent dans les apprentissages. À l'école, donc. Voilà. Mais parfois, on peut s'en apercevoir un peu plus tôt quand il s'agit de difficultés à l'oral. Ça peut être à la maternelle déjà. Et puis, il y a des gens qui sont diagnostiqués assez tardivement. Par exemple, il y a des enfants au collège qui découvrent qu'ils ont des troubles 10 parce que jusque-là, ils avaient suffisamment de potentiel pour compenser. Mais ça n'empêche pas beaucoup de fatigue et beaucoup d'efforts. Et il y a plusieurs types de troubles. Quels sont-ils ? Alors, on parle bien souvent de la dyslexie, le plus souvent, difficulté pour lire, mais il y a aussi la dyscalculie, avec un raisonnement assez particulier sur le calcul. La dysphasie, qui est plutôt trouble du langage, et la dyspraxie, ce sont les plus courants. Dyspraxie, c'est ce qu'on peut appeler souvent la maladresse pathologique. D'accord. Donc, difficulté de motricité fine ou globale. Et bon, il y a d'autres troubles, mais en fait, nous, on aborde plutôt les troubles d'une façon générale, parce que c'est assez rare qu'on n'ait qu'un seul trouble. Et justement, autour de ça, il y a aussi les troubles de l'attention. C'est quelque chose qui est aussi au cœur de votre livre, de votre approche. Oui, tout à fait. Les troubles de l'attention, qu'on appelle aussi TDA ou TDAH, avec ou sans hyperactivité, ils font partie du spectre des troubles 10. Et de toute façon, quand on a des troubles 10, on a forcément des difficultés d'attention plus ou moins prononcées. D'accord. Et quand on est atteint de troubles 10, on est forcément sous plusieurs formes ? Alors, sous plusieurs formes, oui. Je pense que chacun, en fait, manifeste ses troubles à sa façon. On va avoir des difficultés de lecture qui vont se manifester de façon différente, mais l'intérêt, c'est surtout ce qu'on fait, nous, avec les personnes qu'on reçoit, c'est d'aller les amener à mieux se connaître, à rechercher ce qui les aide, ce qui les met en difficulté et comment ça se manifeste chez eux. Et donc, ce livre, L'enfant 10 décrypté, pourquoi s'intéresser particulièrement à l'enfance ? Alors déjà, nous on reçoit des enfants régulièrement qui viennent pour corriger des troubles.
Là, cette demande-là, ça vient des éditions Mango qui nous ont contactés pour rédiger ce livre qui fait partie d'une collection sur l'éducation. Et les enfants 10, de toute façon, c'est un sujet qui, quand même, est assez fréquent maintenant. On en entend davantage parler. Oui. Ça n'empêche pas que quand on a un fonctionnement d'enfant 10, quand on est adulte, on garde ce fonctionnement-là. Mais justement, on a l'impression que ça concerne beaucoup d'enfants, même voire de plus en plus. Mais est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est juste le sujet qui s'est démocratisé ou alors que c'est plus facile de cibler qui est 10 ou quoi, mais on entend vraiment de plus en plus parler? Oui, et tant mieux, mais c'est pas un phénomène récent. C'est très bien qu'on en parle davantage. Ça veut dire que davantage d'enfants sont diagnostiqués, qu'il va y avoir des prises en charge plus fréquentes, qu'on va tenir compte de leurs besoins particuliers. Mais bien souvent, des enfants et des jeunes adultes se rendent compte qu'ils sont passés à travers les mailles du filet quand même. D'accord, qu'ils se rendent compte beaucoup plus tard en fait qu'ils étaient dyslexiques. C'est ça, et des adultes même qui viennent nous voir, qui à force d'en entendre parler se disent mais finalement c'est peut-être ce qui m'est arrivé aussi. Mais je pense pas qu'il y ait davantage de gens qui aient des troubles 10. C'est certainement qu'on en parle davantage parce que il y a plus de prise en charge. Et dans le livre, vous avez créé 5 personnages. Est-ce que vous pouvez les présenter brièvement ainsi que leur rôle dans le livre ? Oui. Alors, on a choisi de créer ces personnages pour que le livre soit plus vivant, pour qu'il soit plus parlant pour les familles. Donc, il y a 2 enfants. Il y a Gaspard, qui est collégien. Et donc, lui, il a des troubles 10, mais ça fait un petit moment déjà qu'il travaille le sujet, qu'il a rencontré beaucoup de professionnels. Et puis, il y a son papa qui l'accompagne, et son papa découvre en même temps que lui aussi, probablement, il avait des troubles 10 qu'il a réussi à compenser un petit peu. Alors, papa-enfant, est-ce que ça peut être héréditaire ou pas forcément ? Ah, il y a une part d'hérédité certainement assez fréquente. Donc ensuite, il y a Églantine, qui est une petite fille. Donc elle commence à avoir des difficultés d'apprentissage et la maîtresse invite les parents à consulter, à faire des diagnostics. Et la maman découvre complètement ce sujet-là. D'accord. Et en tout cas, c'est un très beau livre. Vous pouvez pas le voir, mais je peux vous le garantir. C'est illustré par May Fédé-Gribouilly, qui est connue notamment pour avoir écrit des BD sur l'endométriose. C'est une illustratrice vraiment reconnue. Comment s'est née votre collaboration avec elle et quelles étaient vos envies justement avec elle sur le visuel? Parce qu'il y a beaucoup justement des images, c'est illustré. Oui, alors, juste pour revenir sur les personnages, on a oublié de parler du 5e personnage, effectivement, qui est une maîtresse, parce que c'est important, on a aussi des témoignages d'enseignants. D'accord. Alors, May Fédé-Gribouilly, tout d'abord, elle travaille avec les éditions Mango, donc on avait le choix de plusieurs illustrateurs, et on a beaucoup aimé sa façon de rendre les personnages expressifs. Et elle a travaillé aussi avec Madame Guéguen, qui est aussi dans le domaine de l'éducation. Donc elle connaît bien son sujet, donc voilà. Par rapport à vos demandes, elle a su bien répondre, j'imagine. C'est ça. Jusqu'à 13h, la suite des rendez-vous de midi avec vous, Victorien. Aujourd'hui, vous recevez Sophie Renon. Oui, de retour dans l'émission avec en plateau Sophie Renon, formatrice et praticienne de la méthode Davis et autrice avec Annie Pio du livre L'enfant 10 décrypté. Vous dites dans le livre que tous les enfants 10 que vous côtoyez ont une image dégradée d'eux-mêmes. Pourquoi ça ? Mais parce que, en général, ce sont des enfants qui ont une intelligence qui ne peut pas être exploitée facilement à l'école. Et c'est en décalage par rapport à leurs résultats. Souvent, ils perdent confiance. Parce que leurs résultats sont pas forcément bons. Ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils pourraient espérer, alors qu'ils fournissent beaucoup d'efforts pour travailler, et c'est pas payant. Et vous parlez de différences en fait pour les troubles 10 et non pas de handicap. Ce sont des différences qu'on peut aborder comme des forces ? Oui.
Alors, c'est une grande partie du sujet de notre livre. En fait, on veut apporter un nouveau regard sur les troubles 10. On s'appuie sur des recherches qui appuient cette idée-là que les troubles 10, ça serait vraiment très réducteur de ne parler que de déficit. Il y a derrière tout ça un fonctionnement cérébral qui fait qu'ils ont des forces qu'ils peuvent apprendre à apprivoiser et à décrypter. Ce qui fait qu'ils peuvent découvrir qu'ils ont une pensée en arborescence. D'accord, oui. La pensée en arborescence, c'est en fait créer énormément de liens et toutes les inventions ont été créées par des gens qui avaient une pensée en arborescence. Ils ont cette faculté à explorer et à avoir des idées innovantes. D'accord. En tout cas, on va revenir là un petit peu sur les 3 grandes thématiques du livre découpées en 3 chapitres. Donc, le premier, c'est mieux se connaître. Alors, sur ce sujet, comment on diagnostique un enfant 10 ? Alors, il y a des tests qui peuvent être passés en centre du langage, chez des psychologues, voilà. Après, le diagnostic, c'est pas forcément ce qui fait la base de tout, parce que bien souvent, nous, on reçoit des gens, des familles, où le diagnostic n'a pas forcément été fait. Parfois, il faut attendre aussi longtemps. Mais les familles et les enseignants sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait. Et c'est là que vous, par exemple, vous pouvez intervenir, justement en apprenant à ces enfants à mieux connaître leurs troubles pour pouvoir les gérer. Oui, c'est la première chose. Apprendre à se connaître, c'est vraiment fondamental pour connaître ses besoins, pour connaître d'où viennent les difficultés, mais aussi comment on peut trouver d'autres chemins pour trouver des solutions plus efficaces. Donc c'est ça, apprivoiser les difficultés, trouver des solutions. Et le second chapitre se focalise sur les besoins, cette fois, de l'enfant 10. C'est quoi les besoins d'un enfant 10 en quelques mots ? En fait, un enfant 10, il a besoin de passer par l'image mentale en général pour comprendre l'environnement, pour comprendre les apprentissages et pour mémoriser. Et puis, il a besoin souvent de bouger, de faire des pauses, ce qui n'est pas toujours respecté dans le temps scolaire ou le temps des devoirs. Il a aussi besoin d'expérimenter, d'explorer par lui-même pour apprendre. D'accord, donc pas forcément être toujours accompagné, aussi des fois l'autonomie c'est important. Alors c'est vraiment une partie du travail. Pour écrire ce livre, on s'est vraiment beaucoup appuyé sur notre pratique. Et nous, on les accompagne pour qu'ils retrouvent le goût du plaisir d'apprendre, qu'ils puissent développer cette autonomie qui est indispensable pour la motivation. Et on accompagne les familles aussi pour les aider à prendre conscience de tous ces besoins-là. Ça rentre un peu en résonance avec votre dernier chapitre qui s'appelle « Comment exploiter les forces ?» Quels sont les différents outils que vous proposez ? Il y a par exemple le time timer que j'ai vu. Qu'est-ce que c'est ça ? En fait, les enfants qui ont des troubles 10 ont souvent des difficultés qui sont assez larges. Ça peut être les repères dans le temps, les repères dans l'espace, les repères d'une façon générale qui se manifestent par une désorganisation. Alors cette désorganisation, on la retrouve soit pour lire, soit pour raisonner, soit pour s'organiser, pour faire son cartable. Et donc, on donne dans ce livre tout un tas de conseils et d'exercices guidés qui peuvent aider à aborder les apprentissages, mais aussi la vie quotidienne d'une façon différente. Et du coup, ce fameux timer, le time timer, c'est quelque chose que j'ai vu. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Il faut que je sache. Eh bien, c'est quelque chose qui est utilisé assez couramment. C'est pour se représenter le temps d'une façon plus concrète. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, avoir des outils concrets qui puissent faire comprendre comment on peut s'organiser. Eh bien, le time timer, il donne le début et la fin, et c'est plus visuel. Donc, pour pouvoir timer son rythme aussi. De pouvoir se repérer et de pouvoir gérer son temps. Il y a beaucoup de citations, des témoignages d'enfants et de parents. Combien est-ce que vous en avez récolté en tout ?
Alors, j'ai pas de chiffres, mais on s'est appuyé sur beaucoup d'échanges. On a recontacté des personnes qu'on avait suivies, et puis les témoignages s'appuient aussi sur des rencontres, des choses qui nous ont été transmises, aussi bien d'enfants et d'adultes, parce que les souvenirs des apprentissages, quand ils ont été douloureux, en général, ils restent longtemps. Oui, c'est sûr, ça doit rester. On y retrouve aussi des sortes d'exercices parlants, comme par exemple mémoriser une poésie, ou alors des exercices pour apprendre à se détendre, par exemple. C'est important aussi, justement, vraiment la pratique. Oui, donc on a voulu ce livre abordable et puis assez ludique, avec ponctué de témoignages, mais aussi d'exercices et d'exploration. Il y a des fiches d'exploration pour bien se rendre compte de comment ça se passe dans la tête d'un enfant quand il se trouve dans cette situation-là. Et puis les exercices guidés qui permettent d'aborder les choses d'une façon plus simple, et dès l'instant où c'est guidé, c'est plus facile de changer sa façon de faire, parce que pour les parents, bien souvent, c'est assez compliqué. C'est un parcours du combattant. Oui, c'est sûr. Et vous avez parlé d'exploration, justement, ça m'amène à ma prochaine question. Une préface écrite par Jean-Louis Etienne. Donc présentez-nous un petit peu cette personne qui a fait l'honneur du coup de vous écrire votre préface. Oui, c'est un honneur effectivement. Jean-Louis Etienne est connu pour être un grand explorateur. Il a fait des études de médecine aussi, mais avant ça, il a découvert quand il avait des enfants à l'école, il a découvert qu'il était en fait probablement 10 sans être diagnostiqué. Et que cet esprit d'explorateur ne venait pas de nulle part, mais certainement de ce fonctionnement-là. Et en fait, le fait qu'il lui n'est vous l'avez abordé, il y a beaucoup de personnes, d'adultes qui se rendent compte plus tard qu'ils avaient des troubles 10. Est-ce que du coup ça implique qu'ils avaient moins de difficultés, ou alors que c'est des difficultés qui ont peut-être été refoulées à l'école par exemple ? Alors, il va y avoir tout cas de figure en fait. Effectivement, comme on le disait au début, il y a un certain nombre d'années, on diagnostiquait moins ce genre de troubles, on en parlait beaucoup moins, donc on pensait que c'était une incapacité ou voilà. Mais beaucoup d'adultes se rendent compte maintenant que tous les efforts qu'ils ont fournis et toutes les compensations qu'ils ont dû imaginer venaient de ce fonctionnement-là qui n'avait pas été bien cerné. Des adultes aussi qui ont été confrontés malheureusement à des difficultés très profondes, et les troubles 10 passaient après. En fait, il y a plein de parcours, et moi c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est les parcours des gens. Et pour finir, on a sûrement des auditeurs qui sont atteints de troubles 10 ou alors qui sont parents d'enfants 10. Quel serait votre message pour les aider à faire face à cette différence ? Alors le message que je pourrais dire brièvement, ça serait vraiment de croire en son enfant. Ça fait vraiment partie du moteur pour les aider à aller plus loin dans les apprentissages. Mais aussi de considérer que l'enfant n'est pas qu'un élève. Il peut aussi apprendre dans le quotidien, apprendre par le jeu, par l'exploration de plein de choses. Et il peut aussi révéler de grandes compétences dans plein de choses comme le bricolage, les arts. Et en fait, ces compétences-là peuvent servir dans leur quotidien et peuvent servir aussi à aborder les apprentissages différemment. L'enfant 10 décrypté par Sophie Reynon et Annie Pio. C'est dans toutes les bonnes librairies aux éditions Mango. On l'a dit, c'est un très bel ouvrage qui fait du bien, illustré par May Fédé-Gribouilly. Un véritable outil pour celles et ceux qui ont un enfant atteint de troubles 10. Merci Sophie Reynon d'être venue dans les rendez-vous de midi. On espère vous réentendre bientôt sur Nove. Peut-être un nouvel ouvrage en préparation ? Oui, pourquoi pas. J'aime beaucoup travailler avec les adultes aussi, et ça pourrait être un sujet. Écoutez, c'est noté. Merci beaucoup d'être venu. Au revoir. Merci.